Alors, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Alors, est-ce qu'on va évaluer les ressources ou est-ce qu'on va évaluer leur mobilisation? Et comment? Bon, alors, selon l'objet à évaluer, eh ben, les pratiques sont différentes. Des savoirs, les savoirs scolaires, les connaissances, ça s'évalue par des épreuves de savoir redire, comme dit de Quétel. L'écrit, l'oral, le luciel. Enfin, tout ce qu'on connaît bien à l'école. Les savoir-faire cognitifs ou pratiques, des savoir-faire, ça s'évalue en faisant faire. Donc, des mises en œuvre pratiques. TP, dossier, autre chose. Bon. Parce qu'il y a des savoir-faire qui ne savent pas se dire. Si je vous demande de dire comment vous lacez vos chaussures, ben vous aurez bien du mal à le dire. Sauf que vos chaussures sont lacées pour ceux qui ont des lacets. Donc vous savez faire. Tout savoir-faire ne sait pas se dire, et c'est pas parce que je sais dire un savoir-faire que je sais faire. Même chose sur le savoir-être. Donc, des mises en situation effective ou simulée, le savoir devenir sur des réalisations de projets. Quant aux compétences complexes, elles s'évaluent en évaluation authentique, terme de Higgins, avec des grilles descriptives. Donc, quel type d'épreuve? Donc, ça veut dire quoi? Des tâches inédites pour les apprenants et qui débouchent sur une production. Des tâches complexes et des situations ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un mode de résolution. Il y a des gens qui peuvent arriver au résultat en faisant autrement que vous pensiez qu'ils pouvaient faire. Des tâches inédites et complexes qui font appel à un ensemble de procédures effectivement apprises. Il faut aussi que les gens aient les moyens de résoudre des choses, c'est-à-dire qu'ils aient les stratégies, les ressources et les stratégies de mobilisation pour savoir. Donc il faut qu'ils aient appris. On ne fait pas spontanément les choses. Des situations significatives et valorisantes pour l'apprenant. Des épreuves diagnostiques qui vont permettre d'aider à justifier les décisions et à analyser le savoir mobilisé. Et, quand même, toujours des épreuves réalistes et faisables. Petit rappel méthodologique, les critères et les indicateurs. C'est quoi ce machin-là? Le critère, c'est un point de vue abstrait, une dimension significative retenue pour l'analyse de la production. Et l'indicateur, c'est un observable concret en lien avec le critère qu'il contextualise avec les caractéristiques de la situation. Le critère découle de la compétence et la compétence définit les situations-problèmes qui vont permettre d'essayer de la gérer et les indicateurs actualisent les critères dans le cadre de chaque situation. Il n'y a pas des indicateurs universels, chaque situation va définir des critères peuvent être plus génériques, mais les indicateurs sont liés aux situations. Dans ces critères, on peut faire une hiérarchie par rapport à la compétence. C'est-à-dire que par rapport à la compétence, ce qui est fondamental, c'est les critères minimaux. C'est-à-dire ceux dont on veut une réalisation minimale pour estimer que la compétence est atteinte à un niveau acceptable. Et critères de perfectionnement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'ils sont souhaitables, mais pas fondamentaux. Et si les critères minimaux ne sont pas réalisés, peu importe qu'il les fait jolis. Critères de perfectionnement, c'est le truc. Et puis il y a aussi des critères parfois qui sont des critères d'exclusion, que De Quétel appelle les critères minimaux vitaux. C'est-à-dire qu'ils mettent en jeu quelque chose dont je ne peux pas accepter que ce ne soit pas parfait chaque fois. Bon, une infirmière qui ne sait pas faire une prise de sang de manière correcte, ou qui sait. Bon, c'est trop dangereux. Donc ça, il y a parfois des critères d'exclusion par rapport au cœur de la compétence. Et donc, pour l'évaluation de compétences, ce que disent tous les gens qui travaillent un peu dans ce domaine, c'est qu'on va limiter le nombre de critères pertinents, le nombre de critères, c'est-à-dire 3 critères minimaux, 1 critère de perfectionnement, c'est tout à fait bien pour évaluer les compétences, mais que ce soit des critères pertinents, indépendants, parce que pondérés et en nombre limité. Alors maintenant, une fois qu'on a tous les critères, on fait des grilles. Alors, quel type de grilles? Des grilles qui ne dénaturent pas la compétence et ses caractéristiques, c'est-à-dire qui maintiennent la validité. Lorsque j'ai un devoir de synthèse et que je fais une grille d'ultra-analytique, je n'évalue pas la synthèse. J'évalue souvent des indicateurs.
mais je n'évalue pas la compétence. Donc, fondé sur les critères minimaux et qui permettent de repérer l'essentiel, le cœur de la compétence et qui lui donne du sens. Alors, selon les fonctions d'évaluation, ces grilles peuvent varier. C'est-à-dire qu'on va avoir des grilles analytiques pour l'observation, la formation et le diagnostic, donc pour l'évaluation formative, et des grilles descriptives plus synthétiques pour fixer des combinatoires de critères, explicités en situation par des combinatoires d'indicateurs, qui définissent les niveaux de réalisation de la compétence. Et là, on fait ressortir, on assume le caractère, l'aspect qualitatif de toute évaluation. Selon le niveau de décision à prendre aussi, on peut repérer ce que Rogiers et d'autres appellent de façon différente des critères de correction, d'évaluation et de décision. Alors, l'évaluation dans le développement de compétences, là je reprends des idées d'Anjuro, le travail d'Anjuro, elle va permettre de construire des repères sur la profession, l'évaluation. Elle va situer des normes et des critères, et des valeurs, au travers des critères justement. La certification fonde une légitimité professionnelle. L'évaluation formative, coaching, coévaluation ou co-évaluation, permet de structurer et d'amplifier le développement professionnel. Et l'évaluation va mettre en dialogue et distinguer le réel et le souhaitable de l'activité. Et elle aide ainsi au pilotage de dispositifs de professionnalisation.